Un sujet aussi qui a été autrement abordé par Jean-François Soulet il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, sur cette dimension géopolitique dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. Et là, je vous emmène dans un voyage un petit peu différent, mais vous allez voir que dans notre monde bien, très intégré à l'ère de la mondialisation, que les pays d'Asie-Pacifique, dont j'ai parlé bien entre le mois d'octobre et le mois de janvier de cette année, eh bien, c'est des choses qui concernent, on pourrait même dire, qui impactent la vie de ces pays. Photo classique, celle où l'on voit juste quelques jours avant le début des Jeux Olympiques, eh bien, les deux présidents, le président Poutine et le président Xi Jinping, qui se félicitent de l'accord solide comme le roc, c'est le terme officiel de ce qui a été dit à l'issue de cette rencontre, entre les deux pays. Alors là, on va découper notre propos en 4 points, dont le 4e sera le plus important. Comme ça, ne prenez pas la fuite trop vite. Le premier, c'est de s'interroger sur la légitimité d'un tel sujet au regard de la distance. Voilà. Le second, c'est de regarder que la guerre en Ukraine et la crise ukrainienne est un révélateur des tensions politiques et diplomatiques qui existent en Asie-Pacifique, fut-elle éloignée. Le 3e point, on ira assez vite, c'est de voir comment il y a un certain nombre de répercussions économiques dans les pays de l'Asie-Pacifique à la suite de ces plus de 40 jours maintenant de conflit. Et puis le dernier point, bien sûr, c'est que vous avez déjà peut-être observé un certain nombre d'analyses qui ont été faites avec une analogie vraiment entre guillemets, mais pourquoi pas, on peut l'imaginer un peu comme ça, entre ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et d'autre part, ce qui pourrait être un conflit en perspective entre la Chine et Taïwan. Voilà l'organisation du propos. Alors, une crise très éloignée. Ben oui, si on prend les dimensions géographiques, on est à 9000 km entre Shanghai, Tokyo, Séoul et le lieu de l'affrontement en Ukraine. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en même temps, on va le voir tout de suite après cette diapo sur une carte, ne pas oublier que la Russie, de loin le pays du monde le plus étendu, eh bien, a également une façade maritime sur le Pacifique, à Vladivostok, donc tout près des principales métropoles et capitales de cette Asie de l'Est. Et également de voir que la Chine est frontalière de républiques d'Asie centrale, donc des républiques, certes qui ne sont pas du tout celles de l'Ukraine, mais qui sont déjà un tout petit peu plus proches et qui elles-mêmes ont connu des tensions dernièrement. Pensez peut-être au Kazakhstan au mois de janvier notamment. Certains de ces pays sont des membres fondateurs de ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. Jean-François nous a fait une petite allusion, pas à ce cours, mais à un cours précédent, donc dont les pays fondateurs en 2001 ont été la Chine et la Russie, mais également les 4 républiques d'Asie centrale. Organisation pas très structurée au plan juridique, mais qui a pour but d'assurer des politiques de sécurité dans ces territoires-là. C'est ce qui s'est passé au Kazakhstan. Et puis, même si c'est loin, on va peut-être regarder qu'il y a quelque chose qui tient à cœur au président Xi Jinping, c'est ces fameuses routes de la soie, et qui vont vers l'Europe. Il y a le Kazakhstan, la Russie et plutôt la Pologne, mais certains travaux auraient pu concerner également l'Ukraine. Alors regardons-le avec une carte. Une carte, vous voyez donc une Russie dont voilà, la façade maritime vient à Vladivostok, et vous voyez la relative proximité avec Séoul, avec Tokyo, avec Pékin. Tout à fait à l'autre extrémité de la carte, ici vous avez un tout petit bout d'Ukraine qui apparaît.
tout petit bout d'Ukraine. Et vous voyez donc au fond, ce conflit très éloigné se situe dans un ensemble géospatial où eh bien, un certain nombre de pays, effectivement, sont concernés par la tension qui s'y vit. Regardez ici, on a un petit coin de la mer d'Azov. Pourquoi j'en parle? Pour prendre un exemple, la mer d'Azov, ici, on ne la voit pas très bien, mais essayez de me croire, c'est bien la mer d'Azov qui est là, ici la mer Caspienne. La mer d'Azov, pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est là où se situent les grands ports céréaliers exportateurs, que les céréales viennent d'Ukraine ou de Russie. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème que beaucoup de gens évoquent, qui vont être les problèmes d'approvisionnement alimentaire, dès lors que, eh bien, ces bateaux, en particulier à Odessa, sont bloqués par la marine russe dans ce port et ne peuvent plus exporter les céréales dont on a besoin. La Chine, ici au centre, est-ce que c'est parce qu'elle avait peut-être senti les risques qui pointaient, l'an dernier a fait venir pas moins de 7 millions de tonnes de céréales d'Ukraine, qui est un gros pays exportateur, qui est effectivement des importations à échelle énorme. On en reparlera un peu plus loin. Mais en tous les cas, vous voyez juste qu'à travers ce seul exemple, la dimension spatiale, je ne dis pas qu'elle ne compte pas, mais en tous les cas, qu'un certain nombre de choses qui se passent en Ukraine concernent les pays d'Asie-Pacifique. Alors quand je dis concerne ces pays, ben, on pourrait voir qu'il y a plusieurs Asies en réalité. Ici, celle que l'on voit dans une bourgade éloignée du Laos, ben, ces trois jeunes bonzes, je fais l'hypothèse que vraisemblablement, c'était fort sympathique, on a essayé d'échanger 3 mots en anglais avec eux, mais c'était très difficile, eh bien que l'Ukraine, peut-être ils en ignorent l'existence, et en tous les cas, ben, ils auraient beaucoup de mal à placer ce territoire de conflit dans leur référentiel à eux. Tout autre est une autre réalité asiatique que vous voyez sous les yeux, qui est Singapour. Singapour, vraiment la très très grande place financière de l'Asie-Pacifique. Elle est d'autant plus qu'elle prend des parts à l'ex-Hong Kong. Et donc Singapour, elle vit complètement, et notamment à travers les sanctions financières qui ont été adoptées, elle vit pleinement à l'ère de ce conflit. Vous voyez, donc 2 images complètement opposées. Et puis une troisième, là pour voir que dans cette géographie et ces problèmes géopolitiques de l'Asie-Pacifique, eh bien, qui sont très importants, il y a également des dimensions eh bien, d'espace terrestre, d'espace maritime, qui sont des espaces où règne un certain nombre de tensions. Ici, on est dans la zone du canal de Bachis, c'est-à-dire juste à l'est de la mer de Chine méridionale, c'est ce que nomment les Chinois, les Vietnamiens, eux, ils parlent de la mer de l'Est, où il y a une flottille chinoise très importante, avec un porte-avions, le Liaoning, et toute sa flottille d'escorte, et une manière de dire, eh bien, à travers cette photo, que les tensions, y compris dans leurs aspects militaires, sont très présentes dans cette zone de l'Asie-Pacifique. Ce deuxième point, eh bien, quand on regarde les premières réalités politiques et diplomatiques, on aurait envie de considérer eh bien, qu'il y avait une certaine frilosité des États d'Asie par rapport à un conflit un petit peu loin, qui pourrait peut-être moins directement les concerner, etc. La réalité, c'est pas tout à fait celle-là. C'est pas tout à fait celle-là, parce qu'on va se rendre compte très vite. Alors, on va peut-être pas faire une typologie avec des cases bleues et rouges aussi sophistiquées que celle de Jean-François, mais enfin, on va essayer de mettre un peu d'ordre. Hein. Voilà. Avec des positionnements différenciés, d'essayer de comprendre pourquoi. On peut l'illustrer à travers les votes des pays de l'Asie-Pacifique lors de l'Assemblée générale de l'ONU du 2 mars dernier, les votes sont les mêmes également à l'Assemblée générale du 24 mars. Donc qui ont très très majoritairement sanctionné l'invasion russe de l'Ukraine. Alors, on voit donc qu'il y a des tensions
politique. C'est pour ça que je dis qu'avant de voir les détails des votes, pour bien comprendre ces positionnements différenciés des pays d'Asie, eh bien, il faut ne pas oublier les tensions géopolitiques qui affectent la zone. Alors, voyons à travers une carte. Une carte ici où ce qui est dominant, c'est ce grand trait vert, qui va dans les deux sens d'ailleurs, qui correspond à le circuit commercial ou la zone par laquelle passe une grande partie du trafic mondial. Grande partie du trafic mondial qui va de l'Europe vers l'Asie-Pacifique, eh bien, c'est tout ce qui permet aux grands pays exportateurs que sont la Chine d'abord, mais également Taïwan, le Japon, la Corée du Sud, etc., d'acheminer leurs marchandises vers les pays de l'Union européenne via le détroit de Malacca et puis plus loin le canal de Suez. Et là, vous avez tout de suite un enjeu majeur que l'on peut voir ici au centre. Eh bien, il y a une tension qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison simple, c'est que la Chine considère que cette zone, qu'elle appelle la mer de Chine méridionale, est une mer qui lui appartient totalement. Ceci tout à fait au mépris du droit international maritime et évidemment des autres pays, à commencer par le Vietnam, ici, les Philippines, qui lui contestent ce droit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conflits. Pour prendre deux exemples, avec les Philippines concernant des îlots qui s'appellent les îles Spratly, que les Chinois ont transformées en base militaire, et également ici les îles Paracel, que les Vietnamiens considèrent comme leurs. Et pourquoi ? Derrière, il y a des ressources, un peu d'hydrocarbures, de la pêche maritime, etc. Mais globalement, les pays qu'on vient d'énumérer, et avec les pays que sont principalement les États-Unis, mais d'autres pays qu'on appelle le Quad, on verra plus tard un peu de quoi il s'agit, eux défendent quelle idée ? Eh bien, ces eaux sont internationales, et ce qu'ils défendent, c'est l'idée de la libre circulation. L'idée de la libre circulation. Donc, vous voyez, dès qu'on commence à aborder la question des positionnements différents des pays d'Asie, eh bien, on voit que, au fond, le conflit en Ukraine a agi comme une sorte un peu de révélateur des tensions qui existent là-bas. Voilà le vote aux Nations Unies. Alors, c'est celui du 2 mars. Alors, c'est peut-être pas très facile à lire, mais vous l'avez peut-être en mémoire. Tous les 193 pays membres de l'Assemblée générale n'avaient pas participé au vote, mais quand même une très large majorité, 181 exactement, et 141 pays ont approuvé eh bien, la condamnation que le texte de la résolution qui condamnait la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine. Il n'y a que 5 pays qui ont voté contre, c'est-à-dire approuvant la manière dont la Russie occupait l'Ukraine. Alors sur les 5, bien sûr, il y a la Russie elle-même. Et puis il y a des pays qu'on peut considérer comme plutôt proches de la Russie, c'est le Bélarus, bien sûr, la Syrie. Et puis il y a un petit pays d'Afrique orientale qui est l'Érythrée. Mais sinon, d'Asie, on ne trouve qu'un seul pays, qui est la Corée du Nord. Donc c'est pas étonnant. Mais il y a également un certain nombre de pays qui se sont abstenus, dont la Chine, et on va essayer de comprendre un petit peu mieux quel est le jeu qui se passe. Voilà, vous le voyez en jaune, les pays qui se sont abstenus. Rouge, c'est la Corée du Nord, pardon, ici, la Corée du Nord qui a voté en faveur de la Russie. Tous les verts, c'est des pays qui ont condamné la Russie, et en jaune, des pays qui se sont abstenus. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors d'abord, sur quoi on a voté? Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est à partir d'un article de la Charte des Nations Unies, Charte des Nations Unies, l'article 2, qui précise que eh bien, l'Assemblée a une position de principe. La position de principe, c'est, eh bien, il faut s'engager en faveur, envers la souveraineté
l'indépendance, l'unité, et ce n'est pas le moindre aspect, l'intégrité territoriale d'un État à l'intérieur des frontières qui sont reconnues. Bon. Alors la résolution, sur la base de ce texte, qui est particulièrement clair, eh bien la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, elle réaffirme donc à nouveau son engagement, mais là c'est précisé, donc c'est entre guillemets, puisque c'est le texte même de la résolution, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s'étendant y compris à ses eaux territoriales. Par exemple, les eaux territoriales, les eaux ukrainiennes au large d'Odessa, qui sont bien avec un blocus de la marine russe qui empêche les bateaux, j'y faisais allusion, de quitter le port pour aller livrer des céréales dans le monde. Ça, c'est tout à fait contraire à cet article de la Charte des Nations Unies. Continuons le texte pour bien voir. Elle déplore l'agression commise par la Fédération de Russie, contraire à la Charte, etc. Et exige donc que la Russie cesse d'employer la force contre l'Ukraine. Et c'est la fin de la phrase qui n'est pas anodine, regardez bien, et s'abstienne de tout recours à la menace ou à l'emploi de la force contre tout État membre qui s'avise. La Moldavie, la Géorgie, notamment, bien sûr. Bon, plus le retrait des forces de l'Ukraine. Alors, revenons à nos pays d'Asie. Eh bien, ils sont très peu à avoir voté contre la condamnation de la Russie, donc il n'y a que la Corée du Nord qui a voté dans ce sens-là. Il faut savoir que, outre des condamnations antérieures, eh bien, la Corée du Nord a fait plus récemment l'objet d'une résolution de l'Organisation des Nations Unies qui a condamné les tirs de ce qu'on appelle les ICBM. Alors les ICBM, dans la panoplie des missiles, c'est ceux qui concernent les très grandes distances, qu'on appelle les missiles intercontinentaux. La Corée du Nord s'est assis, si je puis dire, sur cette résolution et a fait, depuis le mois de janvier, plusieurs tirs, pas tous réussis d'ailleurs, dont un est tombé pas très loin de la mer du Japon. Voilà, donc un pays en plus souvent très incertain, doté de l'arme nucléaire, il ne faut pas tourner autour du pot, oui bien sûr, elle en dispose. Et c'est un pays qui présente, dans les années antérieures, une assez grande imprévisibilité diplomatique. Mais en tous les cas, c'est le seul pays d'Asie qui a approuvé l'initiative russe. Voilà la diapo, excusez-moi, elle n'est pas terrible, je voulais mettre dessous les pays de l'ASEAN, on les verra mieux dans la diapo suivante. Les 10 pays de l'ASEAN, qui sont assez divers, c'est une organisation régionale principalement à but économique, eh bien, dans les tout premiers jours, dès le 27 ou 28 février, les ministres des Affaires étrangères se sont concertés en visio et ils ont adopté, alors ça c'est la langue de bois typique du jargon diplomatique, incitant les pays à la plus grande retenue. Ça c'est qu'on n'a rien à dire ou qu'on est opposé entre soi. Bon, on emploie ce vocabulaire-là. Mais on va voir qu'en réalité, dès qu'on va arriver au vote à l'Assemblée des Nations Unies, eh bien les choses vont changer. Alors je rappelle le vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pourquoi c'est important? Parce que à l'Assemblée Générale, dont j'ai montré les résultats, les scores, vous vous souvenez qu'il n'y a pas de droit de veto. Hein, à la différence du Conseil de sécurité, où au cours du mois de mars, à plusieurs reprises, la Russie a mis son veto à un certain nombre de textes qui étaient soumis au Conseil. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir en même temps que ces pays d'Asie, dans toute leur diversité, et parfois qui génèrent quelques surprises. La Birmanie notamment, dès le lendemain ou surlendemain de l'agression russe contre l'Ukraine, eh bien, la junte militaire qui a pris le pouvoir par un putsch en janvier 2021, eh bien, a applaudi des deux mains. Oui. Seulement, est-ce que c'est un régime qui a été reconnu depuis cette prise de pouvoir par un putsch, a été reconnu par les Nations Unies? Non. Si bien que la Birmanie a voté
pour la condamnation de la Russie, tout simplement parce que sa délégation à l'ONU est une délégation qui représente le pouvoir démocratique, celui issu des élections, quelques semaines avant le putsch, issu de la Ligue démocratique qui avait largement eu la majorité. Les autres pays de l'ASEAN, bon, ils sont plus mitigés, mais enfin, en tous les cas, ils ont tous condamné la Russie. Un pays en pointe, c'est Singapour. Singapour qui a adopté toutes les résolutions qui ont été adoptées par les Occidentaux. Alors vous allez dire, mais Singapour, c'est un micro-État, ça compte pas. Et si, parce que c'est la plus grande place financière après New York et Londres, et donc toutes les transactions qui passent par des marchés financiers ou autres, tous les types de transactions qui passent par SWIFT, tout ce dont on vous a rebattu les oreilles, Singapour bloque. Voilà, et a mis le gel sur pas mal de capitaux qui étaient notamment de la Banque de Russie placés à Singapour. Le Laos, un mot juste pour dire qu'il s'est aligné sur le vote de la Chine, tout simplement parce que c'est un pays qui a peu de souveraineté. Il est tellement endetté que les décisions se prennent plus en termes de relations internationales à Pékin qu'à Vientiane. Alors un cas particulier qui est intéressant, c'est le Vietnam. Le Vietnam qui s'est abstenu, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, s'est abstenu pour s'aligner sur la Chine? Non, sûrement pas. C'est pas le grand amour qui règne entre les populations vietnamiennes et chinoises, et même pour une bonne part entre les deux gouvernements. Simplement, il y a une raison qui est d'ordre. Le Vietnam tient à tout prix, et notamment par rapport au conflit en mer de Chine méridionale qui l'oppose à la Chine, à avoir du matériel militaire et des pièces pour remplacer son matériel militaire. Ce matériel, depuis des années, il vient d'où? Il vient de Russie. Et donc, voter contre, c'est-à-dire condamner la Russie, ça n'aurait pas été particulièrement bienvenu pour des raisons un peu stratégiques. Voilà, c'est là où est l'origine de cette position. Les pays développés de l'Asie orientale, eh bien, ils ont voté, bien sûr, en faveur de la résolution condamnant la Russie. Et les pays développés d'Asie orientale, on pense bien sûr au Japon, ne pas oublier que c'est quand même la troisième puissance mondiale, comme la Corée du Sud, eh bien, participent aux sanctions économiques contre la Russie. Bon. Le Japon, comme la Corée, ils sont parfois un peu inquiets devant l'imprévisibilité des initiatives de la Corée du Nord, et notamment des tirs de missiles qui sont pratiqués parfois. Bon, et puis du côté du Japon, on en a peu parlé, mais il y a des choses qui se sont passées il y a quelques mois qui ont été perçues au Japon comme une provocation. Il y a eu des grandes manœuvres navales regroupant la flotte du Pacifique de la Russie, ici basée à Vladivostok, une flotte chinoise très importante, et qui n'en trouvait rien de mieux qu'au cours de cette manœuvre que de franchir ici ce détroit qui sépare Honshu, l'île centrale, d'Hokkaido, l'île du nord de l'archipel nippon. Juridiquement, ils avaient le droit. Ils avaient le droit puisque depuis la capitulation du Japon, il était prévu cette possibilité. Ça faisait des années que ça n'avait pas eu cours, mais ça a plusieurs conséquences. Outre l'aspect provocation repris largement dans la presse nippone, c'est que le Japon, qui avait une posture en matière diplomatique et militaire, qui était, au fond, eh bien, laissons la puissance américaine nous protéger. Et depuis plus de 50 ans, le budget militaire du Japon n'existe quasiment pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux pays, puisqu'il y a une certaine analogie? Vous avez vu que le nouveau chancelier allemand, ce n'était pas quelque chose qui aurait été possible il y a ne serait-ce que quelques années, a augmenté considérablement le budget militaire, avec un rattrapage de pas loin de 700 milliards d'euros, et puis également eh bien, de s'aligner sur les critères des pays d'Europe qui ont encore une politique de défense, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, c'est-à-dire 2% du PIB. Au Japon, il est en train de se passer la même chose. C'est-à-dire la guerre en Ukraine
Et ce qu'elle provoque, en particulier par rapport à l'agresseur qui est là, eh bien, c'est de se dire que la position attentiste en disant oh ben, pas de souci, l'Amérique nous protégera, ça semble être une position qui est un peu derrière nous et qu'il est temps, même si bien sûr ils attendent toujours la protection américaine, mais ils attendent maintenant de passer à autre chose, y compris d'avoir une position plus affirmée en matière militaire. C'est en ce sens-là que vous voyez qu'il y a des conséquences de cette guerre en Ukraine qui impactent l'Asie-Pacifique auxquelles on ne s'attendait pas il y a quelque temps. Bon, alors, il ne faut pas oublier aussi un trait, c'est que le Japon l'ex-URSS, devenu depuis 1989 la Russie, n'ont jamais signé de traité de paix. Il n'y en a jamais eu. Mauvaise volonté, un peu du côté américain, beaucoup aussi du côté de Staline, et qui fait qu'il y a encore un contentieux qui n'est pas réglé, qui concerne les îles Kuriles, au nord de l'archipel du Japon. C'est quelques petites îles qui n'ont pas une importance économique majeure, et que depuis la position prise par le Japon condamnant l'agression russe, eh bien, les Russes ont décidé de rompre les négociations. Alors pourquoi? Il y a aussi une raison qui est de type assez importante, c'est la même chose qu'on verra tout à l'heure pour la Chine. C'est que la Russie et son escadre du Pacifique, basée à Vladivostok, un peu dans le Kamtchatka, mais moins, c'est l'accès direct au Pacifique. Or, quand on regarde bien, ces îles qui sont là et qui ensuite se poursuivent au sud du Japon, c'est comme une sorte d'écran. Et la revendication russe, c'est on ne veut pas avoir un pays inamical qui fasse écran entre notre pays et les mers auxquelles on souhaite avoir accès directement. Il ne faut pas oublier aussi que le Japon, ça c'est antérieur à l'agression, fait partie du Quad. Alors le Quad, c'est 4 pays, d'où le nom Quad, c'est quadrilatère, des pays un peu inattendus dans cette alliance. États-Unis, Japon, on comprend. L'Australie, on comprend, c'est bien aussi, mais également l'Inde. L'Inde de M. Modi, qui pourtant n'a pas condamné la Russie qui s'est abstenue. Alors, autre pays, Taïwan, Taïwan n'y siège pas à l'ONU, hein, puisque depuis 50 ans maintenant, la République populaire de Chine a remplacé Taïwan à l'ONU. Par contre, Taïwan participe aux sanctions économiques, même si la Chine est de loin son principal partenaire commercial, eh bien, il y a une certaine autonomie de Taïwan pour des décisions économiques. Et évidemment, le domaine qui est peut-être celui qui posera le plus de problèmes, c'est celui qui vient de la très forte position, on peut même dire position dominante, de Taïwan pour la fabrication de microprocesseurs. À propos de l'Inde. Alors l'Inde, il y a un peu de paradoxe, c'est un pays que je n'avais pas abordé dans le cours que j'ai fait cette année. On s'en était tenu à l'Asie-Pacifique. Vous savez qu'il y a un concept qui se développe de plus en plus, qu'on appelle le concept Indo-Pacifique, donc océan Indien et océan Pacifique. Bon, c'est un pays démocratique, bien sûr. C'est le plus peuplé de la planète après la Chine. Il se rejoint pratiquement 1,4 milliard, 1,3 milliard, et qui fait partie du Quad, comme je viens de le dire. Alors, il s'est abstenu pourquoi? Une tradition de non-alignement depuis la lointaine conférence de Bandung, c'est possible, on ne peut pas l'écarter. Mais là aussi, comme on en a parlé à propos du Vietnam, il faut regarder d'où viennent les importations d'armement de l'Inde. L'Inde a des relations très tendues avec la Chine, et en particulier à la frontière himalayenne au nord du pays. Donc elle a des besoins en matériel militaire qui sont importants, et là c'est la même chose, c'est à la fois en matériel de remplacement, mais c'est aussi en pièces détachées. Donc l'Inde n'a pas voulu condamner, a préféré s'abstenir que de condamner directement la Russie. Et puis comme M. Modi et son gouvernement sont des gens, je ne dis pas filous, mais assez habiles, on va dire, ce sera mieux comme qualificatif, ils ont négocié dans la foulée de dire aux Russes, vos hydrocarbures,
vous risquez de les avoir sur les bras parce que petit à petit, il y a des pays qui vont plus vouloir commercer avec vous. Donc, d'accord, je vous en achète, mais avril, vous me le faites à 70 et même vraisemblablement un peu plus bas. Voilà. Donc là, c'est l'intérêt des pays qui se manifeste à travers ce genre de posture. Voilà une carte qui vous montre donc à la fois les 4 pays du Quad, et vous voyez cette île de Taïwan tout proche de la frontière de la Chine. Et vous revoyez ce qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de la flotte russe du Pacifique et des zones maritimes chinoises. Il y a la perception pour leur sécurité qu'il y a un véritable écran devant eux et qui ne leur permet pas d'avoir tout l'accès qu'ils souhaiteraient aux zones maritimes plus éloignées, parce que ce sont des pays inamicaux qui sont tous là. Alors voyons, toujours dans notre partie consacrée aux positions politiques, c'est ce qui concerne la position politique chinoise. Alors, on a bien vu les grands sourires lors de la rencontre Poutine-Xi Jinping juste avant les Jeux Olympiques, bien sûr. Ceci étant, la Chine s'est abstenue, ce que les analystes ont regardé comme une certaine prudence de Pékin, et puisque les votes ont été des votes d'abstention, à une exception, c'était pour le Conseil des droits de l'homme à Genève. Bon. Alors il y a le discours. Le discours, c'est de dire une amitié solide comme un roc. Bon, c'était le mot qui est repris constamment par les Chinois, donc qui a été réitéré depuis. Qu'est-ce que l'on constate aussi, c'est l'aspect du vocabulaire. Toujours important de regarder les mots précis utilisés par les autorités. Alors la Chine, dans les textes sur lesquels elle se prononce en tant que gouvernement, comme sur ce qui est dit à la télévision chinoise, les télévisions chinoises, je ne me surprendrai pas en vous disant qu'ils n'ont pas une indépendance énorme. Donc, eh bien, on reprend la terminologie russe. On ne parle pas d'invasion, mais d'opération militaire spéciale. Bon. Et également, les Chinois demandent une résolution par la négociation. Bon, ça c'est bien, mais ça ne mange pas de pain. Mais n'a jamais accepté de prendre une position de grande puissance qui s'engage éventuellement pour mener une médiation. Alors essayons de comprendre ce qui se passe en Chine. Eh bien, il y a la toile de fond principale, c'est de penser qu'en 2022, l'année où nous sommes, c'est l'année où va commencer le 20e congrès du Parti communiste chinois. Bon. Et cette grande manifestation va réunir un nombre considérable de délégués, eh bien, va aborder plusieurs sujets. Les fonctions maintenues jusqu'à 2030, 36, 38, on ne sait pas trop, de Xi Jinping, bon, qui est une question importante. Ça va être aussi la question de Taïwan. Alors là, je mets peut-être avec un grand point d'interrogation, qu'au sein du très grand nombre de délégués au Parti communiste chinois, du Parti communiste chinois pour le 20e congrès, les positions sont peut-être un tout petit peu plus différenciées qu'on ne le croit. Bon, quand c'était le 19e congrès l'an dernier, c'était toujours des votes à l'unanimité, bien sûr. Mais au fond, ce qui est peut-être en train de se jouer cette année, on verra, c'est une position de maintien des bonnes relations avec l'Occident pour privilégier la croissance économique. On dit, s'il y a une agression contre Taïwan, ça va faire tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est probablement une partie de l'opinion des délégués. Quelle est leur importance? Très certainement minoritaire. Quelle audience auront-ils? On ne sait pas. Et puis, l'autre option, qui est beaucoup plus ce qu'on peut appeler les idéologues nationalistes, pour qui la question du retour de Taïwan, il ne faut pas la poser, il faut la réaliser. Taïwan doit revenir dans la mère patrie, c'est la priorité. Voilà. Donc, ce
ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir à travers cette position chinoise qui s'est traduite par les abstentions que je viens d'indiquer. Mais il y a d'autres problèmes internes majeurs que la Chine traverse. Alors, en particulier ces derniers temps, la question du Covid n'est pas, même s'il y avait une gestion que l'OMS avait considérée comme tout à fait remarquable de la Chine dans les premiers temps de la pandémie, actuellement, il y a un certain nombre de lieux qui sont qui sont cloîtrés, on peut dire, pratiquement. C'est là où ça pose problème à cette économie chinoise qui a besoin toujours de croissance et de croissance extérieure. C'est que les deux zones actuellement qui sont touchées, c'est Shanghai, la principale métropole chinoise, et puis c'est la zone de Shenzhen. Shenzhen, ça vous dit peut-être un peu moins, c'est limitrophe de Hong Kong. C'est ce qu'on appelle l'immense zone du delta de la rivière des Perles. C'est le poumon, enfin c'est l'un des poumons économiques, mais c'est le premier en tous les cas de Chine. Et donc actuellement, le port de Shanghai il est quasiment bloqué, Shenzhen c'est également le cas. Donc cet aspect-là pourrait aussi expliquer une certaine prudence chinoise. On pourrait dire qu'il y a d'autres chats fouettés. Je ne comprendrai pas l'expression de Deng Xiaoping là sur les chats gris ou noirs, qu'importe au moment qu'ils mangent la cerise. Restez fidèles. Et puis il y a aussi un autre aspect qui pourrait renforcer la position de ceux qu'on pourrait appeler les pragmatiques. C'est qu'en termes de finances publiques, si la Chine a des réserves très importantes, ça c'est vrai, la Chine connaît des problèmes d'endettement majeurs qui ont deux origines. Le premier, c'est l'endettement des entreprises. Alors, on a cité en particulier le secteur de l'immobilier. Un des leaders de ce secteur de l'immobilier, c'est Evergrande. Le gouvernement a eu beaucoup de difficultés en faisant mettre la main au porte-monnaie des grandes banques chinoises, a réussi à atténuer les conséquences très dommageables. Mais enfin, on était sur une affaire de plus de 300 milliards de dollars, quand même, c'est pas peanut. Et également l'endettement des collectivités. Les deux étant liés parce que les groupes immobiliers et les collectivités étaient, excusez-moi l'expression, un peu comme les chemises. Tu me libères des terrains, j'achète, je fais de l'immobilier, donc on est parti dans une spirale d'endettement considérable. Alors néanmoins, il ne faudrait pas s'imaginer que toutes ces réserves étant énoncées, la position chinoise est une position qui va prêcher énormément la prudence à la Russie. C'est pas très sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que le souhait premier de la Chine, c'est quand même d'affaiblir l'Occident. Sans détruire le système capitaliste dans lequel elle est complètement rentrée, mais tout ce qui pourrait affaiblir l'Occident, son système démocratique, ce que les Chinois appellent dans leur discours ces pseudo-valeurs, etc., bon, ça serait pas si mal. Et y compris d'avoir une issue qui soit à peu près favorable pour la Russie. Pourquoi ? Pour éviter une victoire de l'OTAN, tout simplement, ou de la perception qu'on aurait dans le monde, comme quoi ça serait l'OTAN, entre guillemets, qui aurait gagné. Bon. Alors, d'autre part, les sanctions, les Chinois en sont conscients, en particulier au ministère des Finances. Le ministère des Finances qui la frapperait en s'engageant trop ouvertement en faveur de la Russie. Il faut voir aussi qu'en Asie-Pacifique, vous vous souvenez de la carte que l'on vient de voir, je ne vous la remets pas sous les yeux tout de suite, mais des alliés pour la Chine, vous en avez vu aux alentours? Non. La Chine, elle n'a pas d'alliés. La Chine, elle a des pays qu'elle domine, on pourrait dire des pays presque vassaux, tel le Laos par exemple, mais elle n'a pas d'alliés. Donc, il y a cet environnement qui est là, pas de soutien à notre Russie. Donc, pour terminer, en même temps, on est dans une position qui est toujours très ambiguë. C'est que la Russie, au fond, ne serait pas mécontente dans l'avenir de voir une Russie qui se sort
pas trop mal de se guépier, mais en position faible. En position faible. Ça intéresse beaucoup les Chinois. On verra à la fin de mon intervention un peu pourquoi. Bon, vous voyez, là, c'est dans l'Atlas économique du monde. J'ai pris le titre parce qu'il est révélateur. En plus, très bon auteur qui a répondu ça. La tension monte entre Pékin et ses voisins. Alors, voyons notre troisième partie. Il faut que j'avance parce que... Ouh là là. La guerre en Ukraine, je vais aller plus vite, vue d'Asie au regard de la vie économique. Alors là, c'est simple. Pour les pays d'Asie, l'Ukraine, comme la Russie, c'est des pays avec lesquels on n'a pas énormément d'échanges. Et ce sont, vu des grands pays, le Japon, c'est quand même pas des acteurs majeurs de la vie économique d'aujourd'hui. Alors j'en prends des exemples. Le commerce extérieur, par exemple, de la Chine avec l'Union européenne, il est 9 fois supérieur à celui de la Chine avec la Russie. Donc, de là à faire comprendre aux Russes, vous savez, mes bons amis, vous comptez pas beaucoup, c'est des choses qui se disent, mais pas officiellement, bien sûr. Regardez aussi du côté du Japon. Les exportations du Japon vers la Russie, c'est pas peanut, mais quasiment, c'est 9 milliards de dollars, sachant que le Japon est exportateur à hauteur de 738 milliards. Bon, vous voyez là, l'échelle, hein, c'est considérable. Alors, regardez juste rapidement quelques données du commerce mondial. Je ne vais pas vous assassiner de chiffres, mais vous voyez les grands pays qui font la vie économique du monde. Ben, ce sont des pays d'Amérique du Nord, c'est des pays européens, et c'est des pays asiatiques comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Vous remarquez que dans ce classement, voilà, la Russie n'apparaît pas. Elle est au 17e rang pour les pays exportateurs. Si je vous le montre pour les pays, parce que souvent on ne met que les échanges de biens, ce que je viens de montrer. Là, ici, on est dans les échanges de services. Des échanges de services qui sont considérables, ce qui minore un tout petit peu la position chinoise. On a tendance à considérer qu'ils sont leaders mondiaux dans tous les domaines. En voyant les services, ils pèsent 3 fois moins que les États-Unis, par exemple. Bon, ben là, c'est pareil. Hein, vous ne voyez pas apparaître la Russie. Donc, encore une fois, retenez, dans la vie économique et financière du monde, c'est des pays qui comptent très peu. Qui comptent très peu, et puis en même temps, une fois qu'on a dit ça, il va falloir être un peu plus prudent. Alors, à la fois, quand on regarde les échanges d'un pays comme la Russie, ça traduit une économie, j'allais dire, presque d'un pays en développement. Pourquoi ? Ben parce que la Russie exporte essentiellement des matières premières. 50% du total des exportations, ce sont des hydrocarbures. Alors, hydrocarbures qui peuvent concerner l'Asie, ben, tout simplement parce que les pays d'Asie en manquent cruellement. Après, il y a presque 10% des ventes de la Russie, ça sera encore plus en pourcentage pour l'Ukraine, qui sont des ventes de céréales. On va dire un petit mot parce que c'est un marché qui est très tendu aujourd'hui et qui pose problème. Il y a un point qui n'est pas chiffré avec beaucoup de précision, c'est un classique compte tenu du domaine, c'est les ventes d'armes de la Russie. Bon. Alors le blé. Le blé, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, blé et céréales en général. On a une situation difficile qui n'est pas liée seulement à l'impossibilité des bateaux, je pense en particulier aux bateaux ukrainiens qui ne peuvent pas quitter Odessa. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, d'abord, il y a eu ce qui explique la montée des cours. On est à plus de 300 € la tonne de céréales, qui est un chiffre qu'on n'avait jamais vu. Alors pourquoi? Une première raison, outre le lieu de conflit, la première raison, ce sont les achats considérables de céréales par la Chine. Considérables. Alors vous allez dire, mais pourquoi? Alors pourquoi? Plusieurs raisons. La première, c'est la reconstitution de stocks qui avait beaucoup baissé. La deuxième raison, en particulier pour le maïs, c'est que les Chinois ont pris goût à autre chose que ce qu'avaient connu leurs parents, c'est-à-dire le bol de riz. Et il y a une consommation de protéines animales qui a augmenté, seulement pour pouvoir, puisque la Chine en est le premier producteur de l'élevage de porc, ben, il faut du maïs. Il faut du maïs. Et si on peut le faire venir d'Ukraine, ben, c'est très bien. Hein. Et donc,
c'est une des raisons de l'augmentation des coûts. Il y a aussi autre raison, c'est que les surfaces arables en Chine ont diminué ces dernières années de près de 6% en surface. Pourquoi? L'explosion urbaine, l'augmentation des terrains liés à l'industrialisation et tout ça. Et la quatrième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que la Chine a intensifié sur ces terres, qu'on appelle les terres noires, qui ont quelques analogies au plan agronomique avec les terres de crème, eh bien, les a utilisées de manière tellement intensive que le potentiel agronomique diminue chaque année. Et que le président Xi Jinping s'en est ému il n'y a pas très longtemps, dans un discours là-dessus, en disant mais là, on a un gros problème devant nous. Gros problème qui est lié tout simplement à ce qu'il faut appeler la mauvaise gestion du potentiel agronomique en terres arables du pays. Bon, jusque-là, on a essayé de compenser, de refaire des stocks avec des achats de pays étrangers, seulement en même temps, dans un marché qui va être de plus en plus déséquilibré, qui va être le plus lourdement pénalisé, c'est les pays du Moyen-Orient, c'est les pays d'Afrique qui n'auront pas les possibilités chinoises pour acheter des céréales. Toujours au plan économique, oui, un petit graphique que j'avais présenté à un cours au mois de janvier, c'est ce qu'on appelle le partenariat global des pays du Pacifique. Alors, il y a quelque chose simplement d'étonnant, c'est que vous voyez que le business en Asie, c'est une chose, la politique, c'en est une autre. C'est-à-dire, dans le partenariat global qui est marqué ici, la RCMP, vous avez des pays comme la Chine et l'Australie qui sont à couteau tiré. Mais une chose est les affaires diplomatiques et militaires, autre chose est le commerce. Vous avez les 10 pays de l'ASEAN. Alors, passons vite. Mais vous voyez, donc le partenariat économique global, il a été signé tout récemment, en pleine pandémie. Il est opérationnel normalement à partir du 1er janvier, seulement les conditions actuelles sont pas terribles, mais c'est considérable, puisque c'est le tiers, en gros, de la population du PIB mondial et du commerce mondial. Voilà. Les États-Unis, d'ailleurs, ont demandé à faire partie de ce partenariat. Alors, est-ce que, pour terminer avec la partie économique, la croissance économique chinoise, parce que certains économistes commencent à se poser la question, est-ce qu'elle serait en train de ralentir? On voit les chiffres des 2 derniers mois en termes d'exportation, ce n'est pas encore le cas, il y a encore une belle croissance. Mais, c'est qu'elle ne gagne pas à l'exportation des parts de marché au même rythme qu'auparavant. On gagne, mais de manière plus modérée. Il y a ces problèmes internes dont j'ai parlé, Covid, dette, etc. Bon. Et puis il y a des difficultés avec l'Union européenne. Difficultés avec l'Union européenne, notamment avec, alors qu'il avait été signé auparavant sans aucun problème avec le Japon, c'est le projet d'accord sur les investissements, alors qu'il prévoit tout, les droits, le respect des règles concernant le marché public, tout ce que vous voulez. Eh bien, il est gelé depuis décembre 2020 et on n'est pas très près d'en sortir. Pourquoi? Parce que la Chine s'imaginait qu'elle allait pouvoir diviser tous les pays européens. La Russie avait pensé à un moment la même chose. Seulement, il y a cette petite dame-là que vous voyez, que vous connaissez, probablement la meilleure présidente de la Commission qu'on ait connue depuis Jacques Delors, qui s'en laisse pas compter et qui dit aux Chinois, écoutez, on attendra, si vous ne voulez pas, moi je ne suis pas pressé. Bon, et puis qui leur a glissé aussi au passage que si vous allez un peu trop vers le soutien à la Russie, eh bien, attendez-vous, c'est le terme qu'elle a été utilisé, attendez-vous à des sanctions sévères, c'est son vocabulaire. Bon, donc vous voyez, des choses qui pourraient se passer sur les ports, aussi bien dans l'état de la rivière des Perles qu'à Shanghai ou ailleurs. Alors voilà, on va en terminer sur ces questions économiques. L'interdépendance des grandes économies est tellement importante aujourd'hui, ce que imaginer qu'on ait un scénario catastrophe avec une Chine à la garde et à laquelle on prendrait les mêmes sanctions que par rapport à la Russie, je n'y crois pas une seconde, tout simplement. C'est pas possible, il y a trop d'interdépendance entre les grandes économies développées. Par contre, il peut y avoir des évolutions plus progressives. Et les entreprises occidentales, par exemple, investissent de plus
en plus vers d'autres pays d'Asie, y compris pays communistes comme le Vietnam, considérés comme plus fiables. Il y a aussi, dans les problèmes qui peuvent se poser à la Chine, des questions de fret maritime. Alors ça date d'avant la guerre. Le fret maritime, c'est-à-dire que le transport maritime est de plus en plus onéreux, les prix ont plus que triplé, et donc, avant on disait, c'est l'indifférence géographique, c'est-à-dire que c'est tellement bon marché que transporter des biens d'Asie vers l'Europe, ça comptait pas beaucoup. Ça comptait pas beaucoup. Mais il y a aussi des questions de vulnérabilité. Vulnérabilité, vous en avez un bel exemple, quand un supercontainer s'est coincé dans le canal de Suez. S'il faut aller passer par le cap de Bonne-Espérance, là encore, vous voyez l'importance sur les coûts du fret maritime. Le détroit de Malacca, là, qui est pas loin de la saturation, donc là, il y a une question importante. Il y en a une qui n'est jamais énoncée et qui n'est pas négligeable, c'est que les Chinois qui ont beaucoup de secteurs où ils sont complètement dominants, ils ne le sont pas en termes de grands armateurs. Sur les 5 grands armateurs mondiaux, il n'y en a qu'un qui est chinois. Les 4 autres, ils sont européens. Donc là, il y a une vulnérabilité qui est réglée. Et puis, alors là, ça fait partie des choses, il faudra avoir l'oreille pendant les discussions au sein du 20e congrès du Parti communiste chinois, c'est qu'à mon avis, ça pourrait être assez chaud, c'est que Xi Jinping, c'est son bébé de la soie, il les a tellement vantés comme une manière d'affirmer la présence chinoise partout dans le monde. Et oui, seulement ça coûte cher, ça coûte pas cher, ça coûte très cher, et vous voyez ça d'ici, des routes de la soie qui seraient bloquées du fait du congrès, du fait du conflit aux portes de l'Europe. Donc la destination, c'est bien sûr l'Europe. Voilà, vous les voyez, les destinations majeures qui passent par Moscou, portes routières, trains, etc. Et puis pour arriver en Europe. Il ne faut pas croire qu'elles sont toutes coupées, c'est pas ça. Mais en tous les cas, plus les tensions et la guerre se prolongent, plus il sera difficile de valoriser ces routes de la soie. J'en termine par le dernier point. On gardera quand même un tout petit peu de temps pour les questions. Sur la question de la guerre en Ukraine et la question de Taïwan. Puisque, bien sûr, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. J'ai pris le titre d'un quotidien qui vous est peut-être pas très familier, qui est canadien, Le Devoir. Un canadien en langue française. Hein. Sinon, je n'aurais pas pris parce que je n'aurais pas compris. Ukraine et Taïwan, même combat. Ben oui. Alors, vous voyez en même temps que la photo qui illustre une manifestation en faveur de l'Ukraine. Les journaux de chez nous. J'ai pris au cours du mois de mars, c'est plus récent. Le Monde, Taïwan craint d'être l'Ukraine de la Chine, c'est un titre. Libération, l'invasion russe en Ukraine pousse Taïwan à se préparer au pire. Ouais. Ce n'est pas les médias qui font dans le sensationnel. Vous remarquez, chez Le Monde, Libération, Les Échos, ce n'est pas les tabloïds britanniques comme style. Hein. Et puis Les Échos, avec la guerre en Ukraine, Taïwan a moins confiance en ses alliés, tout au moins ce n'est pas le gouvernement de Taïwan, hein. C'est un sondage auprès de la population qui se disait, oui, mais est-ce que réellement, si on est agressé, on va venir en secours, c'est peut-être pas si évident que ça. Le dernier sur l'Express, Taïwan, d'autres conflits majeurs à venir. Alors je reprends une carte qui, je crois, ceux qui ont suivi mes cours, vous êtes familière. Taïwan, c'est là, ici, au cœur de ce que la Chine appelle cette barrière de pays inamicaux. Là, oui. Ça, c'est un point clé. Vous pourriez faire d'ailleurs quelques analogies avec le discours poutinien, abusif, certes, mais en disant « je suis ceinturé par les pays d'OTAN ». Alors, il y a un point aussi, quand on parle d'espace maritime, c'est que les pays qui ont de vastes espaces maritimes, il y en a deux principaux, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés de ce qu'on appelle des zones économiques exclusives. C'est-à-dire que ce n'est pas les eaux territoriales, c'est beaucoup plus loin. Ça correspond à 200 miles nautiques. Alors, les deux grands pays qui ont de vastes zones économiques exclusives,
c'est en premier les États-Unis, et en deuxième, cocorico, c'est la France, en particulier du fait des zones économiques exclusives très importantes dans le Pacifique, avec toute la Polynésie, la Calédonie, tout ce que vous voulez. La Chine en a 5 fois moins que nous. Et elle dit, bon, il faut entendre un argument, bien sûr, en train de dire, mais vous nous confinez dans un espace où on n'est pas en sécurité. Et pour notre sécurité, ben, il y a cette île de Taïwan. Alors non seulement parce que c'est chez nous, il faut que ça nous revienne, mais aussi parce que ici, le canal de Bachi est plus au nord, ben, c'est notre porte de sortie dans le Pacifique. Alors regardons les faits. Hein. C'est ça qui doit toujours être important de l'analyse factuelle. Le 9 octobre, donc date anniversaire, ça fait référence à 1911, c'est-à-dire la première proclamation de la Chine par Sun Yat-sen. Et c'était à Pékin comme à Taipei. Alors il faut regarder les discours qui ont été prononcés à cette occasion-là. Et là, je reprends les termes du discours. Alors d'abord, du président Xi Jinping, la Chine et Taïwan, la réunification devra être réalisée et le sera. Il n'a pas dit quand, mais ce n'est pas inconditionnel. Hein. Vous remarquez, devra être réalisé et le sera. Bon. Ça est clair. Suite de son propos, les sécessionnistes sont le principal obstacle à la réunification avec la mère patrie. Là aussi, regardez un petit peu la peinture. On n'est pas dans le même cas de figure, mais les propos du président Poutine à l'égard des Ukrainiens nazis, hein, les nazis étant ceux qui font obstacle à l'amitié éternelle entre Ukrainiens et Russes. Alors là, qui sont les sécessionnistes? Alors dans un discours, ce n'est pas le président, mais quelqu'un du gouvernement qui l'avait dit, les sécessionnistes, c'est difficile à prononcer, ce sont les descendants des Japonais. Quand on regarde la composition totale de l'Ukraine, il y a eu des études démographiques très poussées sur ce sujet-là, ils ne font pas grand-chose, hein. En nombre, c'est même infime. Bon. Mais il faut avoir, alors c'est un peu le bouc émissaire en quelque sorte. Et alors regardez aussi bien la fin du discours quand Jean-François nous avait ramené dans l'histoire et la manière dont on écrit l'histoire. C'est pour ça toujours très passionnant. Dans le discours de Xi Jinping, regardez, je dis entre guillemets, ceux qui oublient leurs ancêtres, trahissent la patrie ou divisent le pays seront condamnés, ils seront définitivement rejetés par le peuple et par l'histoire. Ah. Intéressant, hein, ce type de construction historique. Alors c'est assez intéressant parce qu'on est exactement, pratiquement, dans le même cas de figure qu'entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que, si tu m'arrêtes sur François si je fais une erreur, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle à peu près, c'est passé. Oui. Là c'est la même chose. Ce qui s'appelait Formose à l'époque, ça n'intéressait pas le gouvernement impérial chinois. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'on a envoyé un gouverneur qui a eu une présence très, très laxiste et très minime. Et puis, jusqu'à 1895, peut-être que je vous le rappelle, mais vous l'avez tous en mémoire, c'est le traité de Shimonoseki. Oui, non. Donc, c'est le traité par lequel le Japon a confirmé sa présence sur l'île de Formose. Voilà, jusqu'en 1945, date de la capitulation japonaise. Et puis, à Formose, sont arrivés en 1949 un certain nombre, pas majoritairement, mais à peu près 2 millions de personnes avec engagées, ce qui est loin de la population totale de l'île à l'époque. Hein. Bon. Toujours dans les faits, il y a un propos autour de ces dates de début octobre, au moment où il y a eu ces discours qui ont été prononcés. Il y a eu pas moins de 150 survols qui ont été réalisés par l'aviation militaire chinoise au-dessus de ce qu'on appelle la zone d'identification aérienne. Alors la zone d'identification aérienne,
c'est un peu comme les ZE, c'est plus vaste que l'espace aérien territorial proprement dit. Alors, bon, il y a eu cette démonstration de force. Il faut voir aussi l'usage intérieur de Chine ou Russie aujourd'hui. Les affirmations, eh bien, sont aussi à l'égard de la population. C'est-à-dire, il s'agit de montrer que par la voie d'affichage nationaliste, on renforce l'unité du pays. Et en Chine, on sait très bien que ce seul pilier du nationalisme, très important, voire dominant qu'il soit, n'est pas le seul. Le régime chinois sait que pour demeurer, il a besoin que les 300 ou 400 millions de Chinois qui ont goûté à une certaine richesse, énorme quand même, eh bien, leur revenu ne stagne pas tout d'un coup, voire diminue. Alors voilà des démonstrations de force avec toutes sortes d'avions, des chasseurs, bombardiers. On a un bombardier ici. Voilà. Bon. Alors je reviens toujours parce que c'est important de prendre les mots tels qu'ils sont utilisés par les décideurs. La suite du discours de Xi Jinping avait une tonalité un peu plus pacifique, après avoir dit qu'on le saura. Voilà. Il a parlé à 3 reprises de moyens pacifiques, en disant que ce serait dans l'intérêt de la nation chinoise, dans son ensemble, y compris dans l'intérêt de nos compatriotes de Taïwan. Bon. C'est peut-être mieux. Y compris dans l'intérêt de nos compatriotes de Taïwan. Bon, donc, au fond, si on lit un peu entre les lignes, on peut dire, bon, Taïwan doit être réunifié, c'est l'affirmatif, mais si on pouvait le faire de manière plus pacifique, ça serait mieux. Seulement en face, il y a une dame qui s'appelle Tsai Ing-wen, je ne saurais pas bien vous le prononcer, qui est la présidente de Taïwan, et qui, elle, a un propos assez catégorique. Elle ne revendique pas l'indépendance, parce qu'elle sait que ce serait vraiment la unité. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Autrement, c'est que Taïwan doit résister à l'annexion ou à l'empiètement de sa souveraineté. Et puis, ça c'est pour Pékin. Et quand elle s'adresse aux Occidentaux, face à l'expansion de l'autoritarisme, Taïwan est en première ligne pour défendre la démocratie. C'est pas très éloigné de ce que disait M. Zelensky. Oui. Alors la Chine est pour Taïwan, mais elle est entre soutien et prudence. Est-ce que vous me donnez encore 5-10 minutes ou c'est bon? Merci. Les autorités de Pékin observent avec beaucoup d'attention tous les éléments du conflit ukrainien. Ils observent de très près. D'abord parce qu'il y a des choses qui nous ont surpris en Occident, mais qui les ont surpris, eux, Chinois, c'est la résistance ukrainienne. La résistance ukrainienne, l'armée ukrainienne, et en se disant, eh ben, ma foi, une opération militaire envers Taïwan, ça serait peut-être pas sans risque, ça risque de pas être une partie de plaisir, même si évidemment la puissance des deux pays et des deux armées est sans commune mesure. Alors il y a des aspects, alors ça c'est pas mon domaine, mais que j'ai lu dans des commentaires plutôt de gens qui ont une compétence dans ces domaines-là en militaire. D'abord, pas oublier que Taïwan c'est une île, et donc il faut y débarquer. Qu'elle est très montagneuse, et qu'elle dispose d'un armement non négligeable. Alors montagneuse, vous voyez une carte muette, mais qui vous présente les reliefs. Vous voyez que le relief de Taïwan, c'est pas rien, le point culminant de l'île, il est à 4000 mètres d'altitude. Donc vous ne débarquez pas dans des plaines. Vous avez également aussi un élément qui est très important, c'est ce qu'on appelle le détroit de Taïwan. Le détroit de Taïwan, il est marqué par une particularité géographique, c'est d'être soumis à des courants et à des mers constamment agitées. Il paraît qu'il y a que 2 mois par an où ça l'est moins. Autrement dit, sur ce type de mer, faire circuler des bateaux plats de chaland débarquement, ben, il paraît que c'est pas mission impossible, mais pas loin.
Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Hein. Là c'est un navire de la 7e flotte américaine. Bon, vous voyez que ça ne ressemble pas à une mer d'huile. Hein. Alors, qu'est-ce que les Chinois observent aussi? Ils voient que l'armée ukrainienne, bien que moins importante, elle tient le choc. Ils savent très bien aussi que la forme que ça prendrait, on ne la sait pas encore tout à fait, mais qu'il y aurait un appui marin américain qui serait massif. Alors, les propos du président Biden, ils n'ont pas toujours été parfaitement nets, hein, mais bon, ce qu'il a dit que le Taiwan Act, qui prévoit l'approvisionnement de tous les armements dont Taïwan a besoin, seront assurés, d'accord. Et puis, il n'y a pas à oublier que dans le coin, eh bien, il y a cette fameuse 7e flotte américaine, qui est de loin la puissance navale la plus importante au monde. Il y a le fait que la population n'accueillerait pas les Chinois à bras ouverts. Bon. Alors, il y a eu une enquête qui était très très intéressante, que j'avais lue en détail, et qui avait été faite avec beaucoup de sérieux par une université de Taipei. C'est que les habitants de l'île, à part les plus de 60 ans, il y en a quand même au total plus de 90% qui se disent taïwanais d'abord et chinois ensuite. Ils sont pour une bonne partie linguistiquement parlant. Et chez les 20-40 ans, alors là c'est quasiment 100%, on est taïwanais, point. Bon, là voilà les monstres de la 7e flotte américaine qui sont dans le coin et que probablement les Chinois n'ont pas trop envie d'affronter trop directement. Les sanctions. Si vous aventurez un soutien trop marqué pour la Russie qui a envahi l'Ukraine, si je reprends les mots d'Ursula von der Leyen, attendez-vous à des sanctions sévères. Bon. Il y a l'affaire de la Lituanie. Ah, ça a été des entrefilets dans la presse. C'était à l'automne dernier. Alors peut-être vous ne vous souvenez pas. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères taïwanais, donc pays non reconnu à l'ONU, qui est allé faire une tournée en Europe, invité par différentes instances, le Sénat slovaque, l'État lituanien, etc. Et qui, chemin faisant, eh bien, a donc proposé que, au-delà d'une petite enseigne représentation commerciale de Taipei, parce qu'on n'utilise même pas le mot Taïwan, on mette en bonne et due forme un beau bâtiment qui illustre les relations économiques et commerciales de plus en plus importantes de Taïwan avec l'Europe. Ce que le Parlement européen, d'ailleurs, a souligné dans une de ses délibérations il n'y a pas très longtemps. Alors, vous imaginez la fureur à Pékin, comment cette petite punaise, la micro-État de Lituanie, ose accueillir un représentant de ce qui n'est pas un État. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et alors, la Chine demandant à la commission de l'UE, bien sûr, de condamner l'UE, l'UE lui a dit, la Lituanie fait ce qu'elle veut, si elle veut avoir une représentation économique, c'est tout à fait son droit, et même par rapport à ce genre de choses, nous la soutiendrons. Ah, petite grimace chinoise. Bon, pour les alliés, j'y reviens pas. Vous avez vu, c'est pas la peine d'y revenir. Tu n'as pas d'alliés. La Corée du Nord n'est pas un État très fiable. Donc les décisions se prendront. Alors, pour terminer en conclusion, je voudrais revenir sur l'histoire sur le plus longue période. Dans le discours chinois, vous avez une constante. C'est que la Chine doit non seulement mettre un terme, mais réparer tous les traités scélérats que les Occidentaux lui ont fait subir au XIXe siècle. Alors, vous regarderez dans le discours, si vous avez la curiosité, c'est toujours le vocable traité scélérat. Alors j'en prends un, c'est par exemple les Britanniques qui sont installés à Hong Kong. Ça c'est fini. C'est Formose avec le traité de Shimonoseki qui s'est approprié une province que nous considérons comme nôtre. Alors vous les voyez, la reine Victoria, le Kaiser, Nicolas II, Marianne et le Premier ministre et les pauvres Chinois qui lèvent les bras au ciel. Ouais. Seulement, si vous prenez le personnage en bas au milieu, c'est qui? Nicolas II. Ouais. Et les traités scélérats, est-ce qu'ils ont
été complètement résorbés? Non. Non. Alors, je passe les dates. 1856, le traité d'Aïgoun, qui a permis de mettre la main sur tout ça, de la part de la Russie. Ici, le traité de Pékin, 1860. Donc, la ligne qui séparait l'Empire russe et l'Empire chinois au XVIIe siècle, elle est ici. Vous voyez en Alors, est-ce qu'un jour, là c'est une pure supputation, point d'interrogation, mais ce qui reste comme traité scélérat, là, c'est ces traités qui ont attribué à l'Empire du Tsar 2 millions de kilomètres carrés qui nous appartenaient à nous Chinois. Donc des éléments comme celui-là, comme les différences énormes qu'il y a entre la puissance économique chinoise et la puissance économique russe et d'autres aspects, bon, il ne faut pas croire que l'alliance russo-chinoise aura nécessairement vocation d'éternité. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.